Si l'on vous parle de Jules Renard, je pense que cela évoque tout de suite pour vous Poil de carotte, mais aussi peut-être les cornifleurs ou les histoires naturelles. Difficile en tout cas de présenter Jules Renard en quelques mots. Peut-être suffit-il de citer Georges Perros, qui disait de lui qu'il regardait la nature comme un muet regarde un bavard, avec surprise et jalousie, ce qui est fort bien vu. Et puis ce qui est sûr aussi, eh bien, c'est que Jules Renard manie la dérision comme si sa vie en dépendait. Une vie placée sous le signe du doute pour un homme qui pensait, la quarantaine tout juste passée, qu'il ne ferait plus rien de bon. Il se trompait, bien sûr. Voici son portrait par Daniel Hénard et Jacques Tréfoel. C'est le numéro 105 de cette collection. « 19 juin 1897, 1h30, mort de mon père. Il est là, couché sur le dos. Entre ses jambes, son fusil. Un peu plus haut que la ceinture, une place noire, quelque chose comme un petit feu éteint. Je sais bien que plus tard, dans un moment de dégoût absolu, je ferai comme lui. Il y a du plomb dans ma vie, les chevrotines de sa mort. Du plomb dans la vie, Jules Renard en reçoit dès sa tendre enfance, sous la forme de ce petit nom d'amour, Poil de carotte, qu'il doit à ses cheveux roux et à sa mère, sous la forme de Taloche aussi, qu'il doit également à sa mère. Pourquoi est-il si mal aimé, ce petit garçon qui grandit dans la maison nivernaise de Chitry-les-Mines? Les hasards d'un contrat de son père, François Renard, entrepreneur de travaux publics, l'ont fait naître à Chalon-du-Maine, dans la Mayenne, le 22 février 1864. L'épouse est accouchée d'un enfant du sexe masculin et auquel il déclare vouloir donner les prénoms de Pierre Jules. Mais 2 ans plus tard, le père achète une maison à Chitry pour un retour définitif à son village natal. C'est là que pendant 30 ans, cet homme va jouer une formidable partie de silence avec une épouse qui l'exaspère au-delà du supportable. Ce qu'il faut surtout dans un ménage, Poil de carotte, c'est de l'accord. Je déteste, moi, le bavardage, le désordre, le mensonge et les curés. Ma naissance aurait pu vous rapprocher? Non. Tu venais trop tard au milieu de nos dernières querelles. Nous ne te désirions pas. Les aînés, Amélie et Maurice, avaient été les enfants du bonheur. Jules était le rejeton d'un naufrage conjugal. Une éclosion de la personnalité au régime maigre de l'amour laisse des traces. Comment s'étonner que l'écrivain ait donné à rire et à pleurer d'une famille où il avait manqué son enfance. Cette famille sera le vivier de prédilection de sa matière littéraire. Pour l'heure, le petit bonhomme de Chitry n'a d'autre impératif que d'aller à l'école, où il réussit bien. Sa mère elle-même le reconnaît. Si les petits cochons ne le mangent pas, il fera un gars huppé. Le certificat d'études primaires en poche, cela devient très vite son ambition. Monsieur Renard père est un laïc, franc-maçon. Madame Renard est une bigote, compromis. Maurice et Jules poursuivront leurs études au lycée de Nevers, tout en étant internes à l'institution Saint-Louis de Monsieur Rigal. Jules décroche les distinctions. Il lit, il dévore Baudelaire, Flaubert, La Bruyère surtout, qui instille en lui la passion du mot juste, de la forme exacte, du rien de trop. Mais la pension devient rapidement pesante. Jules l'écrit à son père. Je finirai par être fatigué de Monsieur Rigal. Sa petitesse d'esprit me révolte. On ne doit se servir de la parole que pour exprimer des pensées vraies et sincères. La plume de Jules, déjà bien aiguisée, connaît tout de même des ratés. L'année suivante, il échoue au premier baccalauréat. Hors coup de théâtre, ce monsieur Rigal déclare qu'il verrait très bien son élève passer ses 2 bacs à Paris pour tenter dans la foulée le concours de l'école normale supérieure. Monsieur Renard père pense que lui-même est monté à Paris jadis, qu'il y a suivi des cours du soir et que si son propre père a été journalier, son fils, lui, sera bachelier au moins. Alors, va pour Paris.
Cet accord n'est pas le dernier qui marquera l'union profonde du père et du fils. Mon père et moi, nous ne nous aimions pas par le dehors, nous ne tenions pas l'un à l'autre par nos branches, nous nous aimions par nos racines souterraines. Un très modeste pécule en poche, Jules prend le train à Corbigny. 6 heures plus tard, il est à Paris. À nous deux. N'est pas Rastignac qui veut. Notre poil de carotte de 17 ans ne peut louer qu'une médiocre chambre derrière le Châtelet. Il s'inscrit au lycée Charlemagne et en 2 ans, il décroche ses 2 bacs. Plus question de normal sup, il fera carrière à Paris, dans l'écriture. Son père a promis de l'aider le temps qu'il trouve un emploi. Jules cherche vaguement. Il écrit, des petits riens. Il fréquente assidûment les cafés littéraires. Un jour, il rencontre sa Mimi, Danielle Daville, une sociétaire un peu obscure de la comédie française qui lit des vers de son poète dans les salons. L'année 85 est morne. Le 22 mai meurt Victor Hugo, le poète que Jules Renard tiendra toujours pour le plus grand. Autre choc, après l'avoir ajourné, l'armée veut bien de lui. 1 an d'ennui total à Bourges, au 95e régiment de ligne. Il ne se distrait qu'en s'initiant à l'escrime, à la bicyclette, à la natation. Mais déjà, il fait ses provisions pour la création future. Pour le moment, les quelques nouvelles groupées dans Crimes de village ne séduisent vraiment qu'une femme écrivain, Rachilde, qui essaie de les faire éditer. Décidément, écrit Jules à sa sœur, c'est aux femmes qu'il devra tout. Dirait-on ça, avoir sa tête? Ah, sa tête. J'ai le front fuyant, de ceux qui fuient parce qu'on a un renflement des arcades sourcilières, un front d'hydrocéphale. Ma tête est bizarre, taillée à grands coups de couteau. Rachilde ne réussit pas à caser Crimes de village. Le sentiment d'un ratage grandit en Jules Renard. Devra-t-il retourner à Chitry où sa mère l'a traité de chieur d'encre? Non, il déniche enfin un emploi de précepteur. Il a même le temps d'accepter l'invitation à Barfleur du ménage Galbrun connu grâce à son frère. Dans quelques années, les Galbrun deviendront les Vernet de son roman Les Cornifleurs. Constamment, Renard construira son œuvre avec sa vie. Mon imagination, c'est ma mémoire. Dans son journal, il décrit ce que seront désormais sa manière et sa matière. Ce sera d'écrire par petits bonds sur 100 sujets qui surgiront à l'improviste. De la sorte, rien n'est forcé. Tout a le charme du naturel. Du naturel? Du naturel avant toute chose. Il faut se moquer du verbiage, des images convenues. Celles qui, par exemple, circulent sur les femmes dans les romans à la mode. Les descriptions des femmes ressemblent à des vitrines de bijoutiers. On y voit des yeux émeraudes, des dents perles, des lèvres corail. Qu'est-ce si l'on va plus dans l'intimité? En amour, on pisse de l'or. Manifestement, la liaison avec Danielle Daville laisse Renard insatisfait. Les 2 amants ne s'accordent que des moments. Jules rêve d'un amour vécu à l'unisson. Dans la poussière des moutons, nous allions comme dans un nuage. Les meules nous semblaient tout exprès pour notre sieste. Mes 2 mains lasses ont moissonné toute ta chair. Pas de doute, derrière ces meules se cache une femme aimée. Elle s'appelle Marie Morneau, vit avec sa mère, a 17 ans, et 300 000 francs d'espérance. Une chance pareille ne passe pas 2 fois. L'amateur de salle d'armes a poussé ses pointes. Le mariage avec Marie, sa marinette, aura lieu le 28 avril 1888. Entre-temps, Jules fait comprendre à Danielle qu'elle ne sera pas oubliée. Elle ne risquait rien. La liaison inspirera La Maîtresse en 1896 et La Rupture, le plaisir de rompre, l'année suivante. Le jeune ménage s'installe à Paris, 44 rue du Rocher, dans l'immeuble de Madame Morneau qui tient serrés les cordons de la bourse. Renard parvient néanmoins à publier son Crime de village à compte d'auteur. Mais seul un maigre article l'annonce. À qui confier sa déception? Certainement pas à sa jeune femme qui baigne dans le bonheur d'être bientôt mère.
Heureusement, le journal est là. C'est dans son journal que Renard parle, comme à haute voix. Un journal dont il n'a jamais déclaré qu'il devrait être rendu public, ce qui rend plus précieuse sa fonction de confident. André Gillois, comment êtes-vous devenu en 1925 l'éditeur du journal de Jules Renard? Tout est venu du fait qu'un jour, Bernoir m'a dit « Pourquoi est-ce que vous ne feriez pas de l'édition ?» Et alors, ça se passait à la terrasse des Deux Magots. Qui est-ce que je pourrais éditer? J'adorais Jules Renard et Courteline. J'ai mis sur un papier Jules Renard et Courteline. Et le lendemain, je suis allé rue du Rocher chez Madame Jules Renard. Et j'ignorais tout du journal, naturellement. Je connaissais Poil de Carotte, je connaissais les Cornifleurs, etc. C'est pour ça que j'aimais Jules Renard. Et c'est ça qui m'a valu d'être bien reçu par Madame Jules Renard. Parce que quand je lui ai dit « Madame, je voudrais publier les œuvres complètes de votre mari », elle a été stupéfaite et elle m'a dit « Monsieur, ce que vous me dites me fait tellement de plaisir que je vais vous donner ce que j'ai refusé à tous les éditeurs, son journal. Merci, madame. » C'est incroyable parce que j'avais 23 ans, je n'étais rien du tout. Et Madame Jules Renard me faisait ce cadeau somptueux. Et la vérité, c'est qu'elle ne voulait pas le publier. Et quand elle me parlait des éditeurs, je comprends, j'ai compris après coup, qu'elle devait être sollicitée à la fois par le Mercure de France et par Gallimard, et qu'elle sentait très bien que ces éditeurs se disaient « il doit dire du mal de tout le monde, ça va être très intéressant ». Et c'est ce qu'elle craignait, car elle m'a dit « l'ennui, c'est qu'il avait la dent dure et que nous risquerions d'avoir des ennuis tous les deux ». Cette confidence impressionne par son ampleur. Le manuscrit comptait 54 cahiers cartonnés, la plupart passant les 300 pages. Madame Jules Renard m'a dit textuellement, dans son journal, on trouve amorcé un certain nombre de textes qu'on trouve dans ses œuvres. Comme vous allez publier les œuvres complètes, c'est absurde de donner les mêmes morceaux deux fois. C'est tout ce que c'est. Même amputé, ce journal reste l'écho de la voix de Jules Renard, qui nous dit ses espoirs et ses détresses, et le doute fondamental qu'il avait de ses dons. Lui qui veut de toutes ses fibres être écrivain, le voici s'interpellant en l'hiver 88, homme ligoté, ainsi que le nommera sèchement Jean-Paul Sartre. Tu ne seras rien. Tu as beau faire, tu ne seras rien. Tu comprends les plus grands poètes, les plus profonds prosateurs, mais tu leur seras aussi peu comparable qu'un infime nain peut l'être à des géants. Pleure, emporte-toi, prends ta tête entre tes mains, espère, désespère, reprends ta tâche, roule ton rocher. Tu ne seras rien. Jules, sentant le besoin d'un retour à ses origines, emmène Marinette à Chitry. Miracle, les morceaux de la famille Renard semblent se recoller. Le 2 février 89 naît Jean, François, que l'on appellera Fantec. Et tandis qu'à Paris, le monde lève les yeux pour admirer la tour Eiffel flambant neuve, à Chitry, Jules se penche sur le berceau. C'est alors que tout change, c'est-à-dire redevient comme avant. De façon totalement imprévisible, Madame Renard mère prend soudain sa bru en grippe. Tantôt elle oubliait de mettre son couvert, tantôt elle lui donnait une fourchette sale. Toutes les petites vexations lui étaient bonnes. On entendait « Depuis que cette étrangère est ici, rien ne marche ». De ce mal est sorti un bien. En marge de ce paragraphe, Renard a noté « C'est cette attitude avec ma femme qui m'a poussé à écrire Poil de Carotte ». Une autre naissance embellit la vie de Jules Renard. Le 13 novembre 1889, il participe à la fondation du Mercure de France. L'enfant de Chitry plonge dans le milieu littéraire parisien, auprès des Samin, Huysmans, Barrès, Daudet. Mieux, toute l'année 90, il publie dans le Mercure de ses œuvrettes qui, réunies en recueil, forment Sourires pincés. Des sourires pincés jusqu'au sang, du pur Renard cette fois, avec son exigence de textes ramassés et de phrases brèves. Faire court, c'est porter plus fort les coups dans une croisade qui commence contre ces hommes de lettres qui sont les colériques des lettres et dont le cerveau est un bas-ventre dérangé. Ils écrivent comme on a la diarrhée. Renard peut se réjouir. Il a été parlé de son livre dans 70 journaux. Ses relations se multiplient. Mais Sourires pincés reste un recueil bien mince. Le monde littéraire guette la suite. Mes amis m'attendent au roman, comme au détour d'une rue.
Jules Renard le prépare, ce roman. Il en a la matière, le séjour à Barfleur avec les Galbrins. Il en a la manière, au moins en négatif. Je lis roman sur roman, je m'embourre afin de me dégoûter de leurs redites, de leurs convenus et de leurs procédés systématiques. Non, non, fermez, la littérature est pleine. Pour faire autre, il part 4 mois à Barfleur avec Marinette et Fantec. Mais la vie rattrape l'homme de lettres. Nous sommes le 14 mars 1891. Il va peut-être se passer ici quelque chose de terrible. Aujourd'hui, le mot de croupe a été prononcé. Nous écoutons le souffle tantôt rauque, tantôt sifflant de bébé. Le plus terrible, c'est qu'il est gai. Il rit et la mort peut-être se prépare. Et moi, je fais de la littérature. Fantec guérit, après l'ombre, la lumière. Le 22 mars 92 naît Julie Marie, dite Bailly. Le mois précédent, le fameux roman est paru. Titre, Les Cornifleurs. Sous-titre envisagé, Scène de parasitisme. Le parasite en question n'étant autre que le Jules aux abois des années 83-87. Dans Les Cornifleurs, tout est ramené à la réalité piètre de la vie. Et l'ouvrage serait désespérant s'il ne baignait dans la dérision d'un roman lui-même dérisoire, une parodie du roman traditionnel, avec une narration atomisée en 55 chapitres, 55 pauvres actions avortées. Le terme d'anti-roman vient à l'esprit. En tout cas, une manière neuve de conter que le XXe siècle n'oubliera pas. Si le public n'achète guère, les journaux ouvrent leurs colonnes à Renard. Avec 500 francs par mois, Jules n'est plus les cornifleurs de sa belle-mère. De toute façon, ses préoccupations sont ailleurs. La santé délicate de la petite Bailly ajoute à l'angoisse de celui qui ne veut pas devenir l'écrivain très connu l'année dernière. Alors Renard, en 1893, fait paraître 2 recueils, La Lanterne sourde et ses contes saugrenus appelés Coqcigrues. C'est froid, cruel et sûr, juge un critique. On ne peut mieux dire, tant la rosserie de Renard s'y donne à cœur joie. Une rosserie qui pourtant s'achève sur le repli de cette singulière note d'humour où le lyncheur se passe la corde. La rosserie n'enrichit pas, on y est toujours de sa poche à fiel. Que se passe-t-il? Un nouveau-né va voir le jour. Cela peut tout changer, la venue d'un nouveau-né. Surtout s'il s'appelle Poil de Carotte. La gestation du petit bonhomme a été longue. Son père le portait en lui depuis l'enfance. Renard a commencé de le présenter au monde dans quelques tableaux des sourires pincés. L'enfant parut, le cercle des critiques avait applaudi. Alors Renard s'est remis devant ses grands feuillets de papier quadrillé partagés en 2, où il n'écrit qu'au recto. Sur la partie de droite où se forme l'histoire de l'enfant roux, il numérote chaque moment au gros crayon bleu. À gauche, des mots, des phrases, des idées, une recherche inlassable de l'expression exacte pour dénoncer l'image édulcorée donnée de l'enfance par romanciers et poètes. L'enfant, Victor Hugo et bien d'autres l'ont vu ange. C'est féroce et infernal qu'il faut le voir. Il faut casser l'enfant en sucre. Non l'enfant qui fait des mots, mais celui qui enfonce ses griffes dans tout ce qu'il rencontre de tendre. La préoccupation du parent est continue de les lui faire rentrer. Et certes, Poil de Carotte n'est pas à prendre avec des pincettes. Il a toujours des croûtes de pain dans les oreilles. Le cou de Poil de Carotte se teinte d'une crasse bleue comme s'il portait un collier. Enfin, Poil de Carotte a un drôle de goût et ne sent pas le musc. À qui la faute? Le père et la mère doivent tout à l'enfant. L'enfant ne leur doit rien. Mais l'œuvre va plus loin qu'un plaidoyer pour l'enfance malheureuse. Sceptique sur une prise de conscience adulte, Renard ne laisse pas l'enfant attendre passivement. Il lui donne la piste du bonheur possible. Et qui d'autre pourrait la donner, cette piste, sinon le père? Plein de toi. Jusqu'à ce que majeur et ton maître, tu puisses t'affranchir, nous renier et changer de famille. Essaie de prendre le dessus, étouffe ta sensibilité et observe les autres. Tu t'amuseras. Je te garantis des surprises consolantes.
Quelques années plus tard, Alain Fournier, critique à Paris Journal, saisira en profondeur la portée de cette leçon de résistance. La contradiction enseigne aux enfants l'irrévérence, et l'irrévérence est la condition du développement de toute intelligence. C'est dire que Poil de carotte n'est pas simplement le livre de la vie d'un enfant, il est un livre de vie pour enfants. Le recueil Le Vigneron dans sa vigne, également paru en 1994, passe inaperçu. Un chef-d'œuvre peut faire de l'ombre. Il peut aussi faire le vide. Je n'ai réussi nulle part. Si mon ménage reste pacifique, c'est grâce à une femme douce comme les anges. J'évite assez de mes amis. Parlons de mon talent. Mon imagination, c'est un cul de flacon déjà vide. Jules Renard connaît la dépression de l'artiste après une grande création. À cette époque, il étend ses relations au monde théâtral. Il se lie avec Lucien Guitry, avec Edmond Rostand qui le présente à Sarah Bernard, puis il rencontre Hervieux et Donnet à l'enterrement de Paul Verlaine. Que de gens, trop de gens. Paris assèche. Le cerveau est comme une grosse fleur qu'il faut cultiver tout le matin pour qu'elle s'épanouisse le soir. Et comme à Paris on sort surtout le soir, jamais le cerveau n'y atteint à sa maturité complète. À la campagne seulement, il peut s'ouvrir tout à fait. Le mot est lâché. La campagne. Fin mai 96, Jules et Marinette louent à 2 pas de Chitry, à Chaumont, une maison qu'ils baptisent la Gloriette. Notre renard des villes est en train de devenir un renard des champs. L'homme se rappelle les cours de ferme, les pêches dans l'Yonne, les journées de chasse. Les bêtes, quelle inspiration neuve pour un écrivain que lasse trop de vie parisienne. Et les histoires naturelles s'élaborent, avec un humour où l'émotion sous-tend toujours la fantaisie. Ainsi, du crapaud. Hier, j'ai manqué de tact. Il fermentait et suintait toutes ses verrues crevées. Mon pauvre ami, lui dis-je, je ne veux pas te faire de peine, mais Dieu que tu es laid. Il ouvrit sa bouche puérile et sans dents, à la laine chaude, et me répondit avec un léger accent anglais, « Et toi ?» Un jour, Renard croise une relation. « Je viens d'écrire que vous êtes un artiste japonais. »« Merci, j'accepte, c'est exact, et ça vexera les Chinois. » Inspirée par la vague d'esthétisme japonisant qui gagnait alors la France, la poésie des histoires naturelles évoque parfaitement ces poèmes libres japonais appelés haikai. Un haikai traduit une émotion dans une expression réduite au minimum. C'est tout l'art de Jules Renard qui se découvre dans ces tableaux composés autant pour l'œil que pour l'oreille. Regardez. Les hirondelles, d'une plume d'aile légère, bouclent d'inimitables paraphes. Elles tracent une raie droite, posent une virgule au bout et brusquement vont à la ligne. Les histoires naturelles, parues en 1896, connaîtront un succès vif et durable. Lucien Guitry les récitera en public. Bonnard, Vallotton, Toulouse-Lautrec les illustreront. Maurice Ravel en mettra 5 en musique. Jules s'est donné une bouffée d'oxygène et c'est heureux, car il doit à nouveau affronter Paris. Le Paris des salles de théâtre avec le plaisir de rompre, un autre flagrant délit d'opposition, cette fois aux pièces historico-socio-psychologiques de l'époque. C'est surtout au théâtre que chacun est responsable de ses actes. Lui fera court. Un acte sur un sujet simplissime, puisé dans sa vie, bien sûr, la rupture avec Daniel Daville, 9 ans plus tôt. Aux premières phrases, Meyer fait rire. Je bois du lait, j'en bois trop, tout porte. L'électricien me dit, c'est que c'est fin ça, monsieur. Et j'entends, ah, bravo. Je me crois dans la lune, la pièce est coupée en deux en son milieu par des bravos dont je me serais contenté à la fin.
3 mois plus tard, la mort de son père, à Chitry, coupe la vie de Jules en deux. Un père a 2 vies, la sienne et celle de son fils. Renard ne sort de son abattement qu'à force de travail. Il rentre rue du Rocher, reprend d'anciens feuillets, rature, ajoute des bouts de dialogue, raccourcit les scènes, le pain de ménage prend forme. Le pain de ménage, lecture chez Guitry à Mademoiselle Brandès et à Bernard. Une belle vue sur la place Vendôme où, par ce temps de Dreyfus, il ne manque qu'une guerre civile. Je lis, murmure flatteur, des « Oh que c'est bien !» Lucien Guitry et Marthe Brandès joueront le pain de ménage. Les répétitions se déroulent sur fond de l'affaire. Le 13 janvier 1898, dans l'Aurore, Zola publie sa lettre « J'accuse ». Le 23, il est condamné. Et moi je déclare que je suis écœuré à plein cœur, à cœur débordant par la condamnation d'Émile Zola. Qu'ironiste par métier, je deviens tout à coup sérieux pour cracher à la face de notre vieux pantin national, M. Henri Rochefort. Et je déclare qu'à partir de ce soir, je tiens à la République, qui m'inspire un respect et une tendresse que je ne me connaissais pas. Je déclare que le mot justice est le plus beau de la langue des hommes et qu'il faut pleurer si les hommes ne le comprennent plus. Jules a envie de fuir à la Gloriette. Mais le petit acte conçu après 9 ans de vie conjugale, le pain de ménage, l'antithèse du théâtre boulevardier, est prêt. Ils flirtent donc, en a dit Émile Faguet, si l'on peut appeler flirter se dire qu'ils auraient pu s'aimer. Non, ils ne s'aimeront pas parce que chacun se sait très aimé chez lui et est assez intelligent pour ne pas vouloir empoisonner son pain de ménage. Jules n'aurait-il jamais goûté aux fruits défendus, lui que l'on voit aux répétitions avec les belles actrices ? Écoutez, je vais répondre, parce que il se trouve que je suis le seul témoin de cette histoire, le seul survivant. Et il est possible que Jules Renard ait eu une aventure. Je ne jurerai pas le contraire, mais sa femme certainement ne l'a jamais su. Et sa femme aimait son mari, je le répète, et lui, il l'adorait. Je crois même me rappeler qu'il a dit à Tristan Bernard, je ne sais pas si c'est dans son journal ou si c'est Tristan qui le répète, « J'ai souvent trompé ma femme avec elle ». C'est très curieux parce que il se défendait donc de la tromper. Alors naturellement, vous ne pouvez pas empêcher les gens de raconter des histoires, c'était trop tentant. En tout cas, s'il a succombé, le journal brûlé en a gardé le secret. Il est arrivé ceci, lorsque le dernier volume du journal est apparu. J'ai reçu la visite, je dis je parce que Bernard ne s'en occupait pas du tout, j'ai reçu la visite de Madame Jules Renard et de sa fille. Elles étaient toutes deux très solennelles et elle est venue me dire, monsieur, pour éviter toute histoire et tout incident avec un autre éditeur ou avec qui que ce soit, j'ai tout brûlé. Ce qui est sûr, et tout le reste n'est que conjecture, c'est que Jules a eu 2 amours, Marinette et la Gloriette. Les évasions campagnardes se multiplient dans la Nièvre. Véritable voyeur de la nature, Jules s'y grise d'observation. Revenu à sa table de travail, il assemble ses textes en un recueil au titre virgilien, bucolique. Rachilde, l'ami du mercure, l'encense, fraîcheur et limpidité de sources coulant sur des cailloux. Jules Renard nous prouve une fois de plus qu'il est poète avant même d'être ironiste. Renard n'en est que plus amer d'apprendre que Courteline vient d'obtenir la Légion d'honneur après d'autres, sauf lui. Oh, bien sûr, on peut dauber sur cette crise du rouge, comme il dit, humour, humour, mais le public achète peu ses livres, les gros tirages ne sont pas pour lui. Autant travailler et donner corps à l'adaptation de Poil de Carotte pour le théâtre.
La pièce surprend car ce n'est plus la mère mais le père qui passe au premier plan, pour dire que sa femme n'a pas eu tous les torts et qu'elle aussi a pu être malheureuse. Marinette et Gloriette ont insensiblement poussé Renard à mettre de l'eau dans son fiel. Le 2 mars 1900, Antoine crée Poil de Carotte. C'est un triomphe. La pièce part en tournée à travers la France. Et maintenant, à nous la gloire départementale. Mais une nouvelle ravive sa crise du rouge et le fait remonter à Paris. Il paraît qu'à l'occasion de l'exposition universelle, il va y avoir de nouveaux promus dans l'ordre de la Légion d'honneur. Ils nous font suer avec leur pays chaud. Danse du ventre, les jets du ventre en avant ne sont que lubriques, mais le roulis des fesses, des hanches, des seins et le petit va-et-vient de la tête, c'est très bien. Rentré à Chaumont, Jules apprend qu'on lui a enfin décerné la croix. La croix, que de félicitations, comme si on venait d'accoucher. Renard joue les modestes, mais au fond, pour lui, la vraie reconnaissance est d'un autre ordre. Elle est dans ce commentaire d'André Gide fait après lecture de l'édition augmentée du Vigneron dans sa vigne qui vient de paraître. Je suis étonné qu'on écrive si bien aujourd'hui. Rien à reprendre, rien à vouloir de plus, rien à gratter. Et vive la littérature française. Jules Renard a pris goût au succès théâtral, payant si ça marche, et ça a tout de même plutôt bien marché jusqu'ici. Alors il reprend les cornifleurs pour en tirer Monsieur Vernet quand brutalement son inspiration est coupée. La petite Bailly vient de tomber gravement malade. Nous sommes le 5 février 1901. 11 heures du soir. Toujours ces 40 de fièvre, ce petit corps qui brûle, ce foyer intérieur qui dévore une petite âme. Sous ses paupières baissées, dort-elle? Dors-tu? Les paupières seules se relèvent. Elles seules ont la force de répondre. La mort a passé près. Monsieur Vernet reste en panne. Sur le plan de la création, l'année 1901 est nulle, comme le sera l'année 1902. À Paris, où il faut retourner puisque Fantech est entré au lycée Condorcet, Jules décline des invitations. Non, merci, je passe la soirée avec moi-même. Improductive soirée. Seules 2 rencontres nouvelles agrémentent une vie morne. La première est celle de Cécile Sorel qui sera Blanche dans Le plaisir de rompre à la Comédie Française. Jolie dans cet éclairage doux chez elle. Toujours ses doigts fins chiffonnent l'air. Sa langue paraît souvent sur ses lèvres. Elle est au bord de la bouche comme une petite dame qui fait la fenêtre. L'autre rencontre, faite chez Léon Blum, est celle de Jean Jaurès. Une intelligence très cultivée. Les quelques citations que je fais, il ne me laisse même pas les achever. Je lui demande ce qu'il préfère, de l'exactitude d'une phrase ou de la beauté poétique d'une image. L'exactitude, répond-il. Un bon point pour Jaurès. Les liens se resserreront vite entre l'orateur socialiste et Renard qui reprend goût à la vie. Il donne des articles à l'Écho de Clamecy, s'attache à l'éducation de ses concitoyens. Conférence populaire à Corbigny. Un moment, je vois quelqu'un qui bâille derrière sa main. Un sourd m'écoute de profil, la main en pavillon à l'oreille. Applaudissements violents et courts. Une éclaircie apparaît enfin dans le ciel littéraire de Jules Renard. Il a repris Monsieur Vernet, l'a lu à Antoine qui a accepté de monter la pièce. Mais au lendemain de la première, la presse est froide. Renard et Antoine se heurtent. À chaque instant, il semble que nous allons nous dévorer. Je lui dis, cette scène, vous la jouez trop durement. Ce que vous voulez là n'est pas théâtre. Je le sais bien, c'est humain. Essayez tout de même. Bien qu'Antoine se rende au conseil de Jules Renard, M. Vernet ne connaît pas le franc succès des autres pièces. Jules se replie dans la Nièvre où il séjourne presque toute l'année 1904.
Des élections vont avoir lieu. Or, ce qu'il veut, c'est entrer dans le conseil municipal de Chitry, celui dont son père a été maire. Alors il fait campagne, se dépense sans compter aux grandes dames de Marinette qui ne le reconnaît plus. Tant d'efforts pour un si petit résultat, dit-elle. Si j'ébranle un seul cerveau, ça me suffit. Tu finiras par être un saint. Pourquoi pas? Un saint laïque, si c'est ma destinée. Le 15 mai 1904, les électeurs de son pays font de lui le maire de Chitry-les-Mines. Bulletin secret et à la majorité absolue des suffrages à l'élection d'un maire ont obtenu M. Renard Jules 9 voix, M. Bertin Pierre 1 voix. M. Renard Jules, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire. Quand il reprend la plume, c'est pour noter les mœurs des paysans, ses frères farouches, ou bien commencer une nouvelle pièce, La Bigote, dans laquelle ses parents tiendront à nouveau le premier rôle. Pourtant, à Paris, l'attentive Marinette a de quoi s'inquiéter. Son époux reste cloîtré des jours entiers, un époux amaigri dont l'esprit semble tourner à vide. 42 ans, qu'est-ce que j'ai fait? Pas grand-chose, et déjà je ne fais plus rien. J'ai moins de talent, d'argent, de santé, de lecteurs, d'amis. Je ne vis plus réellement. Je me fais l'effet d'un reflet d'homme dans l'eau. Seule la Nièvre est capable de redonner à Jules de petits coups de jeune. Il s'y dépense en discours, en remise des prix, en inauguration. Comme s'il voulait s'étourdir, oublier qu'au 1er janvier 1907, il n'a rien donné depuis M. Vernet en 1903. Je sens que ça passe, que la fin se dessine là-bas dans le brouillard et qu'il faut profiter de ce qui reste. Si tu veux faire quelque chose, il est temps. Il est temps d'écrire, il est temps de vivre. Dans quel ordre? Il faut vivre pour écrire et non pas écrire pour vivre. Malheureusement, les finances des Renards ne sont pas florissantes. Jules doit tenir la critique dramatique à Messidor, qui publiera ses textes sur les paysans, en particulier sur la surprenante Ragotte, en service à la Gloriette depuis 10 ans. À Paris, il calme son impatience en se promenant au fil des rues, flâneur, espérant une élection à l'Académie Goncourt. En octobre 1907, il est élu. Pourtant, malgré la notoriété, malgré la rente annuelle, la mélancolie tient toujours Jules Renard. Le paradis n'est pas sur la terre, mais il y en a des morceaux. Il y a sur la terre un paradis brisé. Artem Fayard édite Nos frères farouches, Ragotte. L'accueil est excellent. Il suffit de lire Tristan Bernard. Certains drames de ce livre, c'est de l'or de vérité, découvert par un prospecteur émérite sous un colossal limon de mensonges littéraires. Mais dans le Mercure de France, Rachilde a écrit un article assassin. Sans doute lui fait-elle payer sa sympathie pour les tenants de la nouvelle littérature, Gide, Copeau, les concurrents fondateurs de la nouvelle revue française. Renard, blessé, démissionne du Mercure. C'est la fin d'une vieille liaison qui survient juste avant une autre. Hier soir, une lettre m'informe que la Gloriette est presque vendue. La Gloriette meurt, espérons que le livre va vivre. Il est temps de faire retraite à la maison paternelle. Nul mieux que Jules Renard ne sait choisir le mot qu'il faut, quand il faut. Celui de retraite, il le choisit parce que dans sa poitrine, son cœur s'est mis à battre comme un fléau dans une grange.
La nostalgie s'empare du couple Renard. En avril 1909, Marinette et Jules font une escapade à Barfleur. Mais à peine nés, les souvenirs qu'ils en rapportent s'évanouissent. Philippe nous écrit que maman n'a plus toutes ses idées. Et Antoine m'écrit qu'il se propose de mettre la bigote en répétition. La vie continue. La plume a un petit cri funèbre. Le 5 août, dans la cour de la maison de Chitry, un cri retentit. Je cours avec des jambes de plomb, je me penche sur le puits, des jupes à fleur d'eau, je veux descendre, des cris ne descendez pas, on apporte une échelle, 2 hommes descendent et peuvent la ramener. Passer la nuit près du corps, comme pour papa. Son père et sa mère, Jules Renard les réunit une dernière fois dans la bigote où ils sont de nouveau monsieur et madame Lepic. On a le sentiment que la boucle est bouclée, car la pièce illustre à la perfection la réplique du père à poil de carotte. Je déteste, moi, le bavardage, le désordre, le mensonge et les curés. 5 ans plus tôt, comme l'affaire Dreyfus, la loi de séparation de l'Église et de l'État a partagé la France en 2. L'accueil fait à la bigote traduit cette coupure. Le succès reste sans lendemain. Jules Renard s'y résigne. En vérité, tenait-il absolument à cette pièce-là? Et puis j'ai écrit la bigote. Madame Lepic attend. Mais pourquoi m'a-t-il laissé écrire la bigote? Qui il? Dieu? Son père? Dieu le Père? Troublante, voulue, cette imprécision chez le maître de l'exactitude, chez un écrivain qui s'arc-boute au mot pour traduire exactement comment ça se passe, une fin d'homme. Le cœur fait l'effet d'un pendule droite qui parfois choquerait légèrement les parois de l'horloge. Le cerveau qui s'en va, impossible de le retenir. C'est comme si un pissenlit voulait retenir ses poils. À petits pas, au bras de sa femme, Jules tente encore quelques promenades au bois, aux Tuileries, au parc Monceau. J'ai du chagrin, dit Marinette, j'ai trop de chagrin, je voudrais crever. Elle pleure pour nous deux et moi je l'y aide un peu. Janvier 1910, la Seine déborde, l'inondation baigne l'immeuble de la rue du Rocher, bien fini les promenades. Entrant dans les mauvaises nuits en attendant la nuit, Jules Renard tente encore ses forces pour décrire exactement cet instrument qui lui a permis de composer une partition unique, l'humour. Humour, pudeur, jeu d'esprit, c'est la propreté morale et quotidienne de l'esprit. Je me fais une haute idée morale et littéraire de l'humour. Le 6 avril 1910, c'est bien l'humour qui aide la main de Jules à noter le petit accident nocturne qui arriva jadis à un garçonnet aux cheveux roux. Je veux me lever cette nuit, lourdeur, une jambe pend dehors, puis un filet coule le long de ma jambe. Il faut qu'il arrive au talon pour que je me décide. Ça séchera dans les draps, comme quand j'étais poil de carotte. La voix du journal s'est éteinte sur ces mots. Le 22 mai 1910, Jules Renard s'éteint pour toujours. Jules Renard, c'est Jean Paulhan qui écrit « Jules Renard, notre père à tous, qui tentons d'approcher la vérité, et l'ayant une fois trouvée, de la dire en français. Il ne faut pas égarer ce fil à plomb. » Je me rappelle cette odeur spéciale que j'ai sentie à la mort de mon père. Je m'aperçois que c'est l'odeur des roses fanées dans leur vase. Mon père est mort en juin, à la saison des roses. Je finirai par croire que c'est le goût de la mort.